Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans les médias, le Rassemblement national a été condamné par la justice. Au-delà des condamnations individuelles prononcées à l'encontre de certains cadres du parti, dont sa présidente Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, c'est l'entité morale du parti politique qui a été condamnée et à de lourdes peines. La justice a estimé que le Rassemblement national avait utilisé de façon détournée l'argent de la rémunération des collaborateurs parlementaires européens à des fins d'enrichissement du parti, le Rassemblement national, anciennement le Front national, jadis dirigé par Jean-Marie Le Pen. Le Rassemblement national a écopé d'une amende de 2 millions d'euros, dont un ferme, outre le million confisqué par la justice lors de l'enquête, et doit rembourser au Parlement européen l'intégralité des sommes détournées qui ont été retenues par les magistrats, à savoir environ 4,1 millions d'euros. Marine Le Pen a écopé de la peine la plus lourde, à savoir 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, d'une amende de 100 000 euros et d'une peine d'inéligibilité de 5 ans avec effet exécutoire et immédiat. Ce sont au total 24 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison, à des amendes et ou à de l'inéligibilité, parmi lesquelles figurent notamment l'ex-conjoint de Marine Le Pen, Louis Alliot, et sa sœur Yann Le Pen, également maire de Marion Maréchal. Cette décision judiciaire a été largement relayée, très commentée, avec des réactions aussi surprenantes que discordantes, que l'on pourrait classer grossièrement dans 3 grandes catégories. Premièrement, ceux qui estiment qu'il s'agit d'une décision politique indigne de notre République, parmi lesquels figurent principalement les défenseurs de Marine Le Pen. Deuxièmement, ceux qui ne remettent pas en cause l'organe judiciaire, mais qui sont surpris par la gravité des sanctions prononcées, à l'instar du Premier ministre François Bayrou, qui déclarait être troublé par la décision rendue. Troisièmement, ceux qui rappellent la notion de séparation des pouvoirs et réaffirment leur confiance en l'organe judiciaire et les décisions rendues au nom du peuple français. Je vais maintenant vous livrer mon analyse après avoir échangé avec les responsables du label politique Bâtisseurs d'égalité. La France est le pays berceau des droits humains dont l'inspiration du siècle des Lumières a offert un héritage philosophico-politique ayant inspiré de nombreux pays à travers le monde. Parmi ces principes, on retrouve celui de la séparation des pouvoirs sacralisé dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution ». Prétendre qu'en France, la séparation des pouvoirs n'est pas assurée est donc une remise en question de la constitutionnalité effective de notre démocratie. Je sais que l'organe judiciaire souffre parfois d'anomalies provoquées par certains acteurs, anomalies qu'il faut combattre car elles sont une menace pour l'équilibre de notre société. Mais affirmer que cette décision n'est que politique, qu'elle représente une négation de l'état de droit, que la démocratie a été exécutée, etc., toutes ces déclarations sont une insulte grave proférée à l'encontre de notre République et des acteurs de notre société qui restent dignes et fermement ancrés aux principes fondateurs de notre Constitution. Ce ne sont pas les magistrats qui ont condamné Marine Le Pen, ses collaborateurs et le Rassemblement national. C'est l'expression de la volonté générale cristallisée dans nos textes législatifs qui les ont condamnés au nom du peuple français. Les magistrats n'ont pour mission que d'appliquer la loi existante. Ils ne peuvent condamner pour une infraction inexistante tant dans son écriture que dans sa matérialité. C'est donc le peuple français, dans sa souveraineté nationale, dans sa volonté de préserver son bonheur en commun, qui a décidé de condamner ces personnes ainsi que le parti Rassemblement national. S'offusquer de cette condamnation, c'est donc s'offusquer de l'application des lois de la République que les Français ont fait voter par leurs représentants. Dans ce dossier, les magistrats ont déclaré que le détournement de fonds publics avait été systématisé et ne faisait aucun doute. Ce qui dérange le plus au final, ce n'est ni la peine de prison, ni l'amende qui ne sont pas exécutoires et feront l'objet des recours judiciaires suspensifs, mais bien la peine d'inéligibilité qui a été rendue exécutoire et donc applicable immédiatement. Cela prive potentiellement Marine Le Pen de pouvoir se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2027, sauf si la Cour d'appel de Paris s'organise pour la faire juger avant cette échéance, ce qui soulèverait quelques questions de droit, mais nous y reviendrons sûrement dans une prochaine vidéo.
L'inéligibilité a été prononcée par crainte de récidive suite au déni affiché par les membres du Rassemblement national. Comment donc s'offusquer que des magistrats, par précaution, par volonté de protéger les Français d'une récidive de détournement de fonds publics, aient fait le choix de la sécurité? N'est-ce pas là la volonté des électeurs du Rassemblement national de prôner la sécurité pour notre pays? N'y a-t-il pas une dissonance cognitive entre la volonté de l'électorat du Rassemblement national et le discours de ses représentants qui fustigent des magistrats voulant protéger leur nation? Être une menace d'une particulière gravité pour les deniers publics est déjà grave. Ne pas savoir qu'on l'est est encore plus grave, car l'ignorance peut provoquer des dégâts parfois irréversibles. Que fait-on des déviants de la société qui ignorent tout du danger qu'ils représentent? On les met hors d'état de nuire, soit par l'incarcération, soit par l'internement en hôpital psychiatrique, en fonction du degré de discernement qui subsiste chez la personne poursuivie. Dans l'attente d'une condamnation définitive, la justice prend également des mesures provisoires pour écarter le danger et préserver la sécurité nationale. Marine Le Pen et ses soutiens voudraient-ils qu'on permette à des pédophiles de continuer à travailler auprès d'enfants après avoir été condamnés en première instance pour infraction à caractère sexuel sur mineur? Voudrait-il qu'un mari violent puisse retourner sans restriction auprès d'une femme battue qui a obtenu gain de cause devant les tribunaux en première instance? Le contrôle judiciaire, la détention provisoire, la mesure d'éloignement, tout cela sont des outils législatifs qui sont prévus pour prévenir et empêcher toute récidive d'atteinte au pacte républicain qui nous unit, parfois même avant d'être jugé lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant penser que la personne a participé au crime ou au délit. Dans certaines procédures administratives, la mise à pied à titre conservatoire est également utilisée le temps de récolter les éléments permettant la manifestation de la vérité avant la mise en place de mesures définitives. Pourquoi donc vouloir bénéficier d'un régime d'exception lorsque la menace est réelle et sérieuse et que la justice a déjà tranché une première fois? Le principe d'égalité en droit ne serait donc réservé qu'au bas peuple et non plus aux représentants politiques? Serions-nous en train de basculer vers une volonté de retour aux privilèges? Certains prétendent que cette peine est lourde. Je dirais au contraire qu'elle est sous-évaluée et je vais vous expliquer pourquoi. Le fonds en écriture publique, produit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, est puni de 15 ans de réclusion criminelle en vertu de l'article 441-4 du Code pénal que je vous invite à aller consulter. C'est à juste titre que nous, peuple français, à travers nos représentants, avons décidé de criminaliser l'infraction qui consiste à trahir la confiance que le citoyen accorde à ses représentants en tant qu'agent du service public ou élu de la République, dont la mission est de préserver l'intérêt général. Cette trahison, c'est la trahison commise au nom du peuple français envers le peuple français. Il est donc tout à fait normal que cette infraction soit considérée comme un crime et soit réprimée en tant que telle. Détourner des fonds publics, c'est utiliser de manière frauduleuse de l'argent du contribuable qui ne sera pas utilisé pour optimiser le service public. C'est trahir la confiance du citoyen placé en ses représentants pour gérer efficacement les deniers publics du peuple français pour le peuple français. En l'espèce, ces 4 millions d'euros ne serviront pas à ouvrir une école, ils ne serviront pas pour aider à la rénovation d'un centre hospitalier, ni pour la création de postes médicaux ou au sein des forces de l'ordre pour améliorer notre sécurité. Pour ces raisons, les bâtisseurs d'égalité ont érigé le détournement d'argent public ou de fonds publics en crime contre la nation. Voler l'argent du peuple souverain pour en faire un usage détourné à des fins personnelles ou au bénéfice d'un petit groupe ne peut être considéré comme un simple délit. Il y a nécessité de criminaliser cette infraction. La prise de conscience a commencé à se faire lorsqu'en 2016, les parlementaires de la nation française ont adopté, à la majorité, l'obligation de prononcer une peine d'inéligibilité envers les personnes condamnées pour une infraction d'atteinte à la probité dans le cadre de la loi Sapin II, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ce sont donc les parlementaires français qui ont voté cette loi que les magistrats n'ont fait que d'appliquer conformément au texte en vigueur et à la jurisprudence. Le caractère exécutoire de cette décision n'est donc pas surprenant et a été motivé par les magistrats. Outre le déni et la menace de récidive,
Les faits ont été commis sur plusieurs années et interrompus seulement par la plainte du Parlement européen. Il est à noter également que le Rassemblement national, anciennement Front national, a déjà été condamné pour des faits de détournement de fonds lorsqu'il était présidé par le patriarche Jean-Marie Le Pen. Le risque est donc présent. Nous savons que la délinquance n'est pas héréditaire, mais nous savons aussi que l'exposition fait l'éducation. Le fait que le père de Marine Le Pen ait été condamné autant de fois par la justice, qu'elle ait grandi en étant exposée à ces multiples condamnations, y compris celle du parti politique, n'est-ce pas là une exposition qui l'aurait elle-même éduquée à la délinquance? Son ex-conjoint et sa sœur ont tous deux été condamnés également dans le cadre de cette procédure. L'exposition à la délinquance peut donc éduquer à la délinquance. Mais en agissant ainsi, quel message envoie-t-il à nos jeunes générations? Quelle éducation leur inculque-t-il? Qu'il est normal de détourner de l'argent public? Qu'il est normal de stigmatiser l'organe judiciaire lorsque des décisions sont rendues à notre désavantage? Le Front national a été condamné sous la gouvernance de Jean-Marie Le Pen. Le Rassemblement national a été condamné en première instance sous la gouvernance de sa fille Marine Le Pen. Un héritage de père en fille, fille au pluriel, car je l'ai dit précédemment, la sœur de Marine, également fille de Jean-Marie, a elle aussi été condamnée dans cette affaire. Pour le moment, Marine Le Pen reste présumée innocente car elle a interjeté appel de la décision au même titre que tous ceux qui ont suivi la même démarche. Au vu des éléments présentés, sa condamnation en appel est hautement probable, qu'elle soit majorée ou minorée. En effet, ce procès a pris du temps. Ce temps, c'est celui que les enquêteurs ont mis pour récolter tous les éléments permettant d'aider à la manifestation de la vérité, à savoir 9 années d'enquête. S'en sont suivis 2 mois de procès. 2 mois pendant lesquels Marine Le Pen et ses 24 co-prévenus ont eu le temps de plaider, de s'expliquer, de prendre connaissance des faits qui leur étaient reprochés dans le cadre du contradictoire et de s'en défendre. Ce n'est pas un procès qui a été négligé ou bâclé, ni fait à la va-vite. Tous les professionnels du droit affirment que c'est un procès pour lequel les preuves matérielles sont présentes en grand nombre, ce qui est rare dans ce genre d'infraction qualifiée de délit occulte, tant il est généralement difficile de récolter des éléments de preuve factuels. L'avenir nous dira si les magistrats d'appel auront une appréciation à l'opposé de ceux de première instance et la présomption d'innocence prime. Mais au vu des risques encourus pour la nation française, il est tout à fait légitime que l'organe judiciaire ait préféré miser sur la sécurité et ainsi empêcher une délinquante présumée d'accéder à la fonction la plus haute de la nation avec l'immunité présidentielle qui va avec. Nous ne voulons pas d'un deuxième cas Chirac qui, poursuivi par la justice, avait bénéficié de son immunité présidentielle pendant 12 années consécutives. Une fois son mandat terminé, son immunité levée, tout le monde le trouvait trop âgé pour être condamné. Il avait 63 ans lorsqu'il a été investi président de la République. Marine Le Pen en aurait 59 en 2027. La différence n'est pas grande ici. On comprend bien quand même que juger un homme de 80 ans plusieurs années après la fin de sa vie politique, et pour des faits qui remontent pour certains à quelques décennies, nous laisse une impression un peu bizarre. Au fond, si on ne juge pas pendant, on ne juge pas très bien après. À un moment donné, il y a une sorte de droit à l'oubli. Je vous rappelle que nous ne sommes pas en matière de crime. Il y a une sorte de droit à l'oubli qui fait que ça n'a plus grand sens parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Mettre l'accent sur cette inéligibilité n'est qu'un fumigène ayant pour but de mieux faire disparaître le véritable sujet judiciaire. Je m'étonne de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui ose avancer qu'il devrait revenir aux électeurs de destituer un élu de son mandat. C'est déjà le cas, et c'est en l'espèce ce qui s'est passé. En effet, ce sont bien les électeurs qui ont infligé une peine d'inéligibilité avec effet exécutoire à l'encontre de Marine Le Pen par l'intermédiaire de leurs représentants qui ont voté à la majorité l'adoption de cette mesure législative. La justice étant rendue au nom du peuple français, ce sont donc bien les électeurs qui ont pris cette décision. Mais si nous devons faire semblant de comprendre la déclaration de Jean-Luc Mélenchon et ne pas le corriger dans sa propre déclaration, depuis quand les problématiques judiciaires devraient-elles se régler directement dans les urnes
en évinçant ou non un responsable politique irresponsable qui commet des crimes ou des délits contre la nation. N'est-ce pas justement le rôle de la justice que de trancher les litiges judiciaires? N'est-ce pas vouloir supprimer les frontières entre les différents pouvoirs étatiques que de tenir de tels propos? Selon M. Mélenchon, nous devrions peut-être aussi organiser des référendums pour savoir si un professeur pédophile doit conserver son poste au sein de l'éducation nationale. Nous allons organiser des référendums pour savoir si un policier qui aurait enfreint la loi dans le cadre de ses fonctions doit être mis à pied et révoqué de la fonction publique. Si un représentant politique, briguant la plus haute fonction nationale, s'était rendu coupable d'actes pédophiles, condamné en première instance, devrions-nous le laisser en liberté et permettre aux électeurs de décider s'il mérite l'investiture suprême, voire même s'il mérite d'être condamné? Certaines condamnations engendrent l'interdiction d'exercer de nombreux métiers. Pourquoi des personnes condamnées pour avoir volé ou détourné de l'argent public ne seraient-elles pas interdites d'exercer une fonction d'élu? C'est d'ailleurs ce que prenait Marine Le Pen elle-même il n'y a pas encore si longtemps que cela. Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie ceux qui ont été condamnés. Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Je reviendrai sur ces propos dans quelques instants. Ces personnes-là veulent un régime d'exception qui serait une insulte au sacré de l'égalité en droit qui constitue la colonne vertébrale de notre corps social dont l'équilibre en dépend chaque instant. Devenir chef de l'État est une énorme responsabilité. On ne confie pas une arme de guerre à un enfant de 6 ans qui n'a pas encore la maturité nécessaire pour comprendre le danger que représente cette arme. De manière identique, on ne confie pas la responsabilité de toute une nation à une personne qui n'a pas encore la maturité pour comprendre que l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent de son parti politique à détourner pour rémunérer grassement ses collaborateurs de façon illégale. Les infractions pénales ne doivent pas être sanctionnées par le vote, mais bien par des décisions judiciaires rendues au nom de l'expression de la volonté générale du peuple français. Il ne s'agit absolument pas d'un débat politique, comme le prétend Laurent Wauquiez. Il s'agit d'infractions pénales que seule la justice est en capacité de sanctionner. Et pourquoi ces représentants politiques, de divers bords politiques, tiennent-ils de tels discours? Seraient-ils inquiets de certaines affaires les concernant et pour lesquelles des peines d'inéligibilité pourraient être prononcées à leur encontre? Font-ils une projection de cette décision envers leur propre personne? Est-ce une manière d'anticiper un futur peu glorieux et de minimiser une potentielle condamnation à venir? La question peut se poser au vu de toutes les condamnations prononcées pour atteinte à la probité commises par des élus de la République et des affaires encore en cours. N'est-ce pas ce même Laurent Wauquiez qui a dépensé près de 180 000 € d'argent public pour 2 repas qualifiés de dîner des sommets? Lisons un bref passage d'un article de l'Humanité à ce sujet. Organisé fin juin 2022, au sein du château de la Chaise, la réception avait coûté près de 100 000 €, soit environ 1 100 € par convive, plus de 90 invités. Le tout aux frais du contribuable. Un premier dîner des sommets avait rassemblé au printemps de la même année une 60aine de convives à l'Institut Paul Bocuse près de Lyon. 2 événements fastueux, près de 180 000 € au total, à coût d'escorte en van de luxe, de serveurs dédiés à chaque convive ou d'un menu élaboré par l'Institut Paul Bocuse, dont l'objectif aurait été, selon la justice et l'opposition régionale, un moyen pour Laurent Wauquiez de se construire un statut de présidentiable. Il est donc pertinent de se demander si ces déclarations ne sont pas un moyen de se protéger par anticipation de ses propres turpitudes.
La question que je me pose, et que beaucoup se posent, est la suivante. Comment les électeurs du Rassemblement national peuvent-ils encore apporter leur soutien à un parti condamné à plusieurs reprises par le peuple français? Comment vouloir d'un côté de la sécurité pour le pays et d'un autre côté accorder sa confiance à des personnes qui ont trahi le pacte républicain qui nous unit? C'était ce discours que tenait pourtant Marine Le Pen, Jordan Bardella et d'autres cadres du Rassemblement national il n'y a pas encore si longtemps. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite. Les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. La semaine dernière, c'était M. Copé qui était mis en cause dans un livre de vos confrères sur la manière dont il a triché dans l'élection interne de l'UMT. Juste avant, c'était Nicolas Sarkozy qui était mis en examen pour abus de faiblesse sur Mme Bettencourt. Il y a quelques mois, c'était Jacques Chirac. Et puis c'était DSK qui devait être à la place de Monsieur Hollande. Et qui y serait s'il n'avait pas été attrapé par la patrouille? Bon, je veux dire, on voit bien que cette rupture de confiance, elle est aujourd'hui totale par un effet d'accumulation. Quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve. Ma veste, elle est immaculée, voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Chaque délit ou crime doit entraîner une peine. Chaque peine doit être sûre et exécutée, ce qui n'est évidemment pas le cas. Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Au lieu de s'offusquer de cette décision, Marine Le Pen devrait en réalité annoncer qu'elle se retirera définitivement de la vie politique en cas de condamnation définitive, afin d'être en phase avec ses propres déclarations passées. Toutes ces personnes, prises dans leur propre piège, n'ont trouvé d'autre solution que de crier au scandale politique, d'annoncer que la démocratie avait été exécutée, pendant que d'autres ont comparé les magistrats à des mollahs du droit. Ils sont pourtant les premiers à affirmer haut et fort avoir pleine confiance en la justice de notre République. En voici un exemple. Marine Le Pen a confiance dans la justice de son pays. Pourquoi vous riez? Parce que la formule « j'ai confiance dans la justice de mon pays » en général dit exactement le contraire. Non, non. Non, mais c'est bien que pourquoi a priori nous ne devrions pas avoir confiance dans la justice? Vous avez parfaitement raison. Voilà. C'est ce même Julien Audoul qui a été condamné dans le cadre de cette affaire à 8 mois de prison avec sursis, à une peine d'inéligibilité d'1 an sans exécution provisoire. Pourquoi donc ce revirement d'appréciation concernant l'organe judiciaire? Pourquoi le remettre en cause suite à une décision rendue en leur défaveur? Pensait-il avoir gagné le totem d'immunité judiciaire dans le Koh-Lanta politique? Cela n'existe pas, ou ne devrait pas exister s'il existe officieusement pour certains. Pour en revenir aux électeurs du Rassemblement national, comment pourrait-il encore faire confiance à un parti récidiviste en termes de trahison du pacte républicain? Comment continuer à voter pour un parti condamné par la justice? Est-ce cet exemple qu'il souhaite donner à nos enfants, à nos futures générations? Est-ce la banalisation de la délinquance à col blanc qu'il souhaite faire admettre par l'opinion publique? Y aurait-il des délinquances plus acceptables que d'autres au sein du Rassemblement national? Et je dis attention à ne pas basculer dans ce qu'on appelle le fanatisme, qui nous est décrit par le Larousse comme le dévouement absolu et exclusif à une cause
qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique et conduit à des actes de violence. C'est ce même fanatisme, parfois religieux, que le Rassemblement national dénonce et combat à juste titre lorsqu'il devient une menace à l'ordre public et à la sécurité de nos concitoyens. Le problème est qu'ils font bien souvent l'amalgame entre des fanatiques religieux et des citoyens pratiquant une religion dans le respect des valeurs de la République, stigmatisant par la même occasion de nombreux citoyens français qui participent activement à la pérennisation de notre société multiculturelle. Les représentants du Rassemblement national sont tombés dans le piège de leur propre discours à sacraliser la probité des représentants politiques. Ils en avaient même fait leur fonds de commerce. Mais aujourd'hui, ce commerce doit mettre la clé sous la porte. Comme le dit l'adage, le poisson pourrit par la tête. La tête du Rassemblement national est donc pourrie et les chances de retrouver sa sanité en procédure d'appel sont très maigres. Faut-il attendre que la tête contamine le reste du corps électoral du Rassemblement national? Leurs électeurs ne doivent pas tomber dans le même piège et ainsi basculer dans un fanatisme aveugle, sourd et muet qui ne veut pas se rendre à l'évidence que ce parti ne mérite plus d'exister, comme d'autres d'ailleurs. En effet, si des entreprises sont fermées suite à des condamnations pour discrimination notamment, si des associations sont dissoutes suite à des décisions judiciaires ou même parfois par simple décret pris en Conseil des ministres, pourquoi un parti politique ne serait-il pas dissous lorsqu'il est condamné pour atteinte à la probité? Un parti politique reste une association. Le détournement d'argent public est une trahison envers la nation. Il est un danger pour notre République. Pourquoi ne pas prendre de décret ministériel pour dissoudre sans délai toute association politique qui aurait fait l'objet d'une condamnation pour détournement de fonds publics? Je demande donc officiellement la dissolution du Rassemblement national, qui n'est pas le seul à avoir été condamné. Le MoDem a récemment été condamné pour détournement de fonds publics, un peu de manière identique à celle du Rassemblement national. Il y a aussi un appel en cours qui, logiquement, devrait être jugé avant le cas de Marine Le Pen, mais au vu des dernières déclarations de certains acteurs judiciaires, il est probable que Marine Le Pen se fasse juger avant les représentants du MoDem qui ont pourtant été jugés il y a de cela 13 mois. Quoi qu'il en soit, tous les partis politiques condamnés pour atteinte à la probité doivent être dissous sans délai par décision judiciaire ou par décret ministériel. Encore une fois, les représentants politiques français souhaitent instaurer, voire conserver, certains privilèges liés à leurs fonctions que les textes de notre République n'autorisent pourtant pas. C'est une ignominie que d'agir ainsi sur le dos des citoyens que nous sommes. Nous comprenons aisément pourquoi le désamour entre la société civile et ses représentants politiques ne cesse de croître. Certains disent que le Rassemblement national est devenu un parti politique comme les autres. En effet, avec l'ensemble de ces condamnations, le parti rejoint d'autres partis condamnés et les condamnés rejoignent une liste impressionnante de responsables politiques de tous bords déjà condamnés définitivement par la justice française. Je vous expose une liste établie par Mediapart qui reprend les condamnations de personnalités politiques entre 1999 et 2012, sachant que la liste déjà très longue le serait encore davantage à l'heure actuelle. Je la laisse défiler volontairement pour que vous puissiez voir que nombreuses sont les condamnations pour atteinte à la probité. J'ajoute à la suite une liste de personnes appartenant ou ayant appartenu à la majorité présidentielle qui ont également été condamnées par la justice française. Oui, beaucoup de sensibilités politiques sont représentées chez les repris de justice. Les électeurs ont donc un choix fort à effectuer. Pour qui voter dans ce cas-là? Je vous dirais que ce n'est pas parce qu'on ne veut plus de la peste qu'il faut voter pour le choléra, et ce n'est pas parce que nous ne voulons plus du choléra qu'il faut voter pour la malaria. Il y a aujourd'hui un mouvement politique plus sain que Jordan Bardella, plus propre que Marine Le Pen et tous ceux qui sont passés par la case prison, même si les condamnations sont rarement effectuées par les responsables politiques. Ce mouvement, c'est un mouvement hérité du siècle des Lumières, qui porte un discours basé sur le sacré de l'égalité en droit, quelle que soit la condition sociale du justiciable. C'est un mouvement qui ne prend pas le bien public ou les fonds publics pour des fonds privés. C'est un mouvement qui prône le quoi qu'il en coûte judiciaire pour une démocratie apaisée par une légitime défense collective à la hauteur des valeurs du pays, berceau des droits humains. C'est un mouvement qui fait la guerre à toute forme d'inégalité pour parvenir à un discours d'universalité.
Un mouvement qui se veut l'héritier du siècle des Lumières, qui a lancé la bâtisse de notre société démocratique. Un mouvement qui respecte la souveraineté individuelle de chaque individu, qui s'inscrit dans des valeurs collectives pour une souveraineté nationale. Un mouvement qui respecte les valeurs de la République, qui œuvre pour le régalien et prône une justice sociale en faveur des plus défavorisés. C'est un mouvement dont les valeurs sont incarnées par les lettres de la ville de Sevran, avec le S de la solidarité humaine, le E de l'égalité en droit, le V du vivre ensemble sur un même territoire, le R du respect de la différence, le A d'alliance d'intelligence et le N de nouveauté d'action. Ces valeurs sont portées par le label Bâtisseur d'égalité, dont le logo incarne cet amour de la République avec le bleu, blanc, rouge, au milieu duquel trône la balance de la justice qui se doit d'être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle sanctionne. Les bâtisseurs d'égalité ont fait l'honneur au mouvement politique que je préside, le Renouveau à portée de main, le RPM, de le labelliser pour que ces valeurs portent le renouveau qu'attendent tous nos concitoyens mécontents d'avoir des représentants politiques indignes de la confiance que les électeurs leur ont accordée et qui n'ont aucun scrupule à voler, détourner, manipuler, mentir à des fins personnelles en oubliant leur mission de service public au service de l'intérêt général. J'adhère pleinement à ces valeurs et souhaite qu'elles rayonnent sur l'ensemble de notre territoire national. Je ferai tout pour qu'elles se répandent dans les artères de notre beau pays, la France, qui est ternie par des responsables politiques indignes de leurs fonctions et qui dirigent notre nation vers le chaos, le désordre, l'anarchie, vers un retour aux privilèges pourtant abolis en 1789 par des personnes courageuses qui ont donné jusqu'à leur vie afin que nous puissions vivre libres et égaux en droit. Vive notre belle République, vive notre belle France.